Romain Gary, si j'ai souhaité avoir ces entretiens avec vous, c'est parce que vous êtes un écrivain et même un personnage mystérieux. Ah, La littérature n'est pas votre seule activité. Il y a le cinéma, il y a eu l'aviation, il y en a bien d'autres. Vous êtes un homme qui bougeait tout le temps, vous êtes perpétuellement en voyage, et vos livres eux-mêmes sont des livres extrêmement remuants, extrêmement déconcertants, et souvent d'ailleurs les critiques, quelquefois même par leur mauvaise humeur, ont montré leur incompréhension à votre égard. Ils ont été quelquefois sévères, et on a l'impression que cette sévérité était causée par une incompréhension. Alors je pense que, au cours de cette série d'entretiens, nous pourrions essayer de faire le point. Bien entendu, commençons par le commencement, c'est-à-dire par votre naissance. en effet. Et je crois en effet qu'il faut remonter à la naissance du bonhomme Oui. pour expliquer un peu l'auteur. Oui. En réalité, ce que vous dites pour mes livres, la diversité de mes livres, des sources d'inspiration. Mais que se passe-t-il ensuite? Ensuite, c'est la première émigration en Pologne. Pourquoi êtes-vous parti? Eh bien, ma mère était foncièrement, et il faut bien le dire, elle était une francophile enragée. En ce sens que ni les Français, ni les francophiles d'aujourd'hui, je crois, ne peuvent comprendre ce que représentait pour les gens des marches de l'Est cette France mythologique. Je l'ai d'ailleurs décrit, cet amour de ma mère pour la France dans mon autobiographie, La promesse de l'Aube. C'était un mythe extraordinaire de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces gens-là, à cette époque, les francophiles, c'était une espèce en soi, ils croyaient à la France, excusez-moi, mais ils croyaient à la France de De Gaulle, princesse de légende, madone de fresque, pure, sans peur et sans reproche, la France de la justice, enfin, c'était l'image d'Épinal parfaite. Et elle m'a élevé, d'ailleurs, dès mon plus jeune âge, en Russie, dans la langue française. Oui, vous Elle parliez... a immédiatement commencé à me Oui. donner des leçons de français en Russie, ce qui d'ailleurs se faisait très fréquemment là-bas. Votre mère, déjà à ce moment-là, parlait elle-même Ma bien mère français. parlait couramment le français, et je dois dire que je ne sais absolument pas d'où, comment, je ne me souviens pas. Ça, c'est un trou dans ma mémoire. Je sais qu'elle avait fait un séjour en France, comme comédienne ou comme chanteuse, je n'en sais absolument rien. Mais je sais qu'elle parlait français. Et d'ailleurs, vous savez qu'au XVIIIe siècle, les gens bien, comme on dit, entre eux en Russie, parlaient uniquement français. Et voilà donc les aboutissements qui expliquent, je crois, mon œuvre en partie. Parce qu'avec cette tribalisation et détribalisation successive, la tribu russe, le passage par la tribu à la langue polonaise, et finalement aboutissant à la tribu française, ont évidemment fait de moi ce qui est considéré comme l'anathème par certains partis politiques. C'est un cosmopolite. Vous savez que les communistes, par exemple, vomissent le cosmopolitisme, auquel ils opposent l'internationalisme, le cosmopolitisme étant une notion de supériorité bourgeoise et de richesse, je ne sais trop pourquoi. Mais en tout cas, que ce soit un bien ou un mal, à ce moment-là, l'homme que j'ai été a pris ses racines dans le monde entier. Si bien que tous les sujets de mes romans ont suivi cette évolution et se situent partout dans le monde. Je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux plus exactement, qui se situent en France sur 15. Il y a l'Amérique centrale, il y a la Pologne, il y a l'Amérique, il y a la Suisse, il y a le Tahiti, il y a tout ce qu'on veut dans mon œuvre, et cela déroute énormément le critique. D'autre part, évidemment, je suppose que cela a composé de moi un personnage psychologiquement assez, non pas schizophrène, mais une personnalité forcément multipliée à plusieurs facettes, pas nécessairement dans le sens péjoratif, mais évidemment, lorsqu'on a en soi la culture russe, lorsqu'on a passé par la culture... Mais lorsque vous aviez 13 ans, lorsque vous étiez à Nice, lycéen à Nice, est-ce que vous songiez déjà à écrire? Est-ce que vous songiez, je veux dire, à une carrière littéraire? Écoutez, toute ma vocation, toute ma vie, lorsque j'étais lycéen, toute ma vie était braquée totalement et entièrement sur la vocation littéraire. Depuis les premières classes du lycée, je ne me suis occupé que de littérature. J'ai été tellement nul en mathématiques que j'ai eu un 0 au bachot en mathématiques, c'est simplement parce que j'ai eu des prix au concours général et des trucs comme ça en français, ou en tout cas, j'ai toujours été premier en français, ce qui m'a permis de passer mon bachot. J'avais de goût profond pour la science. Je me souviens que lorsque je passais mon bachot,
En chimie, un examinateur qui s'appelait M. Passac, Dieu ait son âme, m'a demandé de lui parler du plâtre. Alors, je fais un effort intellectuel colossal. Je lui ai dit, monsieur le professeur, le plâtre, eh bien, le plâtre sert à fabriquer les murs. Alors, il m'a regardé, il a dit, c'est tout. Et je lui ai dit, monsieur le professeur, supprimez les murs et 90% de notre civilisation sont par terre. Alors, il m'a collé 0. C'était Il manquait d'esprit. Oui, mais c'était un examen de chimie. Et la littérature a été une passion constante. Mais alors pourquoi avoir fait après une licence en droit? Alors ma mère voulait faire de moi un diplomate. Elle me voyait comme ambassadeur de France. Qu'est-ce que vous attendiez de cette vie d'aviateur? Est-ce que c'était une évasion? Est-ce que c'était... C'était du romantisme, évidemment. C'était du romantisme. Les anciens, enfin mes anciens, à l'époque dans l'aviation, sur un plan infiniment plus élevé, c'était Mermoz, c'était Saint-Exupéry, et c'était un mélange d'aviation et de littérature. C'était un mythe, c'était une mythologie qui est très difficile aujourd'hui de comprendre, parce que l'aviation a changé d'aspect. Elle est devenue tellement, comment dirais-je, bureaucratique par certains égards, tellement, non pas automatique, mais enfin tellement contrôlée et si rigoureusement mécanique, qu'on ne s'imagine pas le sens de liberté et d'aventure qui allait avec l'aviation aux années 30. Et mon Dieu, je suis en train de vous parler comme ça fait exactement comme les vieux que j'entendais parler de la guerre de 14-18, et c'est absolument abominable. Enfin, c'est comme ça. Non, je ne le pense pas. C'était donc une époque où les ailes existaient. Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, si vous parliez d'un Boeing, ou si vous parlez du Concorde, ou si vous parlez d'aviation, la notion d'aile ne vient jamais à l'esprit, ce n'est plus prononcé. À l'époque, l'aviation, c'était encore les ailes. Je me souviens de mes débuts sur un avion qui s'appelait le Léo 20. Eh bien, c'était un biplan de bombardement, d'instruction à l'école de l'air. Eh bien, quand il volait, cet avion, littéralement, il battait des ailes. Enfin, comme un oiseau, on voyait les ailes qui battaient. L'aviation, à l'époque, vous savez ce qui a pris les... Il semble qu'il y ait une expérience, tout au moins une chose vécue, c'est le Grand Vestiaire. Vous situez ce livre à Paris, après la Libération. Voilà. Vous avez connu cette Vous Libération. venez d'ailleurs citer un de mes livres les plus méconnus en France. Personne ne l'a lu, je suis même surpris de vous l'entendre dire, parce que c'est le livre qui a fait mon premier succès en Amérique. Ça a été mon départ en Amérique. Or, en France, personne ne l'a lu. Alors, vous voyez que c'est donc le Paris de la Libération, le Paris du marché noir. Or, je n'étais pas à Paris, j'étais premier secrétaire à l'ambassade de France en Bulgarie. Quand je l'ai écrit, je n'avais aucune connaissance de ce qui se passait à Paris. À ce propos, je me souviens que lorsque le roman est paru, en 1949, j'étais, je crois, premier secrétaire à Berne, en Suisse. Et il y avait un dîner diplomatique de je ne sais combien d'ambassadeurs et ministres. Et une dame, qui était la doyenne du corps diplomatique, m'a demandé, « Monsieur Romain Gary, comment ça se fait que vous... » et je cite, « un homme si distingué, fin de citation, et connaissez si bien le milieu des prostituées, du marché noir et de gangsters. » Donc vous voyez que... C'était une question perfide. Perfide. Tout le monde s'est tourné vers moi, tous les ambassadeurs dont le mien, notre cher Henri Hoppenot. Et j'ai dit, écoutez madame, c'est très simple, je n'ai pas voulu la décevoir, je sentais l'expérience personnelle dans ce roman, alors je n'ai pas voulu la décevoir, je lui ai dit, bien chère madame, c'est très simple. Si je parle si bien, puisque vous le dites dans mon roman, des prostituées et des proxénètes, l'éducation européenne sur le maquis polonais, je l'ai écrit alors que j'étais dans l'escadrille française au groupe Lorraine en Angleterre. Oui, car c'est une question que j'allais vous poser pour ce premier livre, alors, bien sûr. Or, les Polonais s'étaient tellement reconnus dans l'éducation européenne, à l'époque c'était le stalinisme en Pologne, ils ne voulaient pas trop me prêter, alors ils ont publié le livre, ils ont dit que Romain Gary est un monsieur qui a prélevé le manuscrit d'éducation européenne en polonais dans les affaires d'un aviateur polonais tué, qui n'est pas revenu en Angleterre, et il a traduit. J'ai volé le manuscrit. Alors, vous ne pouvez pas comprendre que j'ai pu restituer le... Bon. Ce livre, vous l'avez écrit en 1943. C'est ça. Vous étiez en Angleterre à ce moment-là. Oui. Comment écriviez-vous à ce moment-là? Alors ça a été vraiment le grand exploit de ma vie. Et je ne parle pas même d'exploit littéraire. Je ne comprends pas que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Ce livre a été écrit dans ce qu'on appelait les Nissen Hut, c'est-à-dire des cases en aluminium, pas en aluminium, enfin en fer, où nous dormions. Il faisait un froid de chien. Je me levais la nuit, il y avait 5 ou 6 officiers qui dormaient, on partait en mission à l'aube. Et moi j'écrivais la nuit, sans feu, avec des gants, à la main, donc, pendant que mes camarades dormaient, et puis j'allais en bicyclette au bureau de l'escadrille, et avec 2 doigts, j'ai tapé ça à la machine.
Et 2 heures après ou 1 heure après, n'ayant presque pas dormi, on partait en mission dont un tiers ne revenait pas. Ça me dépasse absolument. Il a fallu être habité par une sorte de... Quel sentiment avez-vous éprouvé quand la guerre s'est terminée? J'ai été extrêmement dérouté, désorienté. D'ailleurs, mon premier réflexe a été de continuer. J'ai failli demeurer dans l'aviation, mais je ne pouvais plus piloter, il n'était pas question. J'ai été pas mal sonné. Tout ce que je parle, je volais déjà comme navigateur, observateur, bombardier. J'ai été assez amoché et je ne pouvais pas, il n'était pas question. Mais je n'arrivais pas à décrocher, c'était extrêmement difficile. Il y a plusieurs facteurs psychologiques qui jouent, c'est que l'armée, avant tout, quand même, c'est d'une certaine façon un État socialiste qui vous prend en charge. Vous comprenez? Vous êtes tout de même débarrassé de soucis matériels, vous êtes conditionné et habitué à un certain genre de vie qui vous prépare très très mal à la lutte quotidienne indépendante. Et tout cela jouait très fortement, et en même temps, je ne voulais pas non plus essayer de gagner ma vie en écrivant uniquement. Et c'est là que, tout à fait, je n'ai jamais pensé à la diplomatie en ce moment-là, d'ailleurs. Et brusquement, j'ai reçu une lettre du Quai d'Orsay, comme ça, out of the blue, comme on dit en anglais, ciel bleu, qui me demandait si je voulais entrer sans examen et sans concours au Quai d'Orsay comme secrétaire d'ambassade. Alors vous avez dit oui. J'ai dit oui, mais naturellement 2 ans après quand cessé. Quel diplomate étiez-vous? J'ai été bien noté. Je ne crois pas avoir commis d'impair, sauf peut-être à mes tout débuts à Sofia. Et j'étais en tout cas pas un diplomate conventionnel. Mais là, c'est là que l'ICAE, je vous dis, n'est tout de même pas un corps d'État comme un autre, parce qu'à part quelques directeurs de personnel parfois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à avoir avec eux et en poste un diplomate qui n'était pas un diplomate conventionnel et qui précisément tranchait et qui permettait donc de modifier une certaine image de diplomates vieillots, vieux jeu, pantalons rayés, etc., qui traînent dans la poussière de temps du Quai d'Orsay. Et on m'a laissé une très grande liberté, même à cet égard, et même au point de vue, je dois dire, vestimentaire. Je n'ai jamais été critiqué ni gêné par cela. Tout le monde m'a toujours dit, mais enfin, comment pouviez-vous, en étant diplomate, écrire le livre que vous avez écrit? Par exemple, le grand vestiaire qui se passe dans les bas-fonds. Eh je n'ai jamais eu de problème. Le Quai a été extrêmement libéral. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté avec aucun de mes livres. Je crois que ça a changé. Et cependant, tout de même, entre le milieu des bas-fonds, le vocabulaire des bas-fonds et celui du Quai, il y a une grande différence. Je suis presque sur le point de me lancer dans l'éloge du Quai, mais ceci dit, c'est un Quai qui n'est plus aujourd'hui le même. Je vous parle tout de même d'il y a 15 ou 16 ans. Le grand vestiaire, eh bien, on aurait pu carrément me reprocher d'avoir... Ensuite, mon dernier poste, où je suis resté 5 ans, c'est Los Angeles, la Californie. J'ai atteint le sommet, l'apogée de ma carrière. J'étais consul général, donc à la veille d'être nommé ministre lorsque j'ai quitté. La Californie est un pays que j'adore. L'Amérique est un pays que j'aime beaucoup, mais la Californie m'a profondément marqué. Là-bas, j'ai pris une nouvelle vision du monde, au point que j'ai écrit quelques romans en anglais. Mais ce poste que vous occupiez là-bas vous donnait tout de même un rôle beaucoup plus important que vous ne l'aviez eu précédemment. Après tout, pourquoi ne pas le dire? Je crois que j'ai bien réussi en Californie. Vous savez, les choses vont vite, et l'oubli vient vite en Amérique. Eh bien, en Californie, on ne m'a pas oublié. Il y a un autre consul général qu'on n'a pas oublié, c'était Sacha de Manziarly, qui était quelques années avant moi. Et je dois dire que mon nom revient toujours là-bas sur le tapis. Il faut dire que c'est assez rare, quand même en Amérique, où pas mal de choses arrivent, d'avoir un consul général qui brusquement a le prix Goncourt quand il est à Los Angeles, et donc 4 ou 5 films sont tournés en même temps qu'il est en poste. Alors évidemment, ça les avait assez épatés. Mais je me suis donné beaucoup de mal en Californie à cette époque, et surtout parce que j'aime le pays. J'avais sous ma juridiction administrative des régions extraordinaires, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, tous ces terres absolument envoûtantes que j'ai visitées à fond et où je retourne régulièrement, où j'ai quitté beaucoup d'amis. Là, vous ne faisiez pas que résider. Non. Et alors là, le pays était immense, on se déplace constamment, il y avait une variété de population. C'est un pays de nomades, la Californie. Les gens vivent dans les roulottes et encore. Mais pourquoi avoir quitté alors la diplomatie en 1960 ? Il y avait à cela plusieurs raisons. D'abord, il est extrêmement difficile, à partir d'un certain moment de la vie, de continuer à faire gerbe. Il faut quand même se concentrer sur quelque chose. J'avais peur de ne pas avoir le temps de faire mon œuvre.
Tant que vous arrivez jusqu'au grade du consul général, ça peut encore. Vous êtes ministre et ambassadeur, vous devenez prisonnier et votre temps est très très limité. Les formalités protocolaires, elles-mêmes, seules, prennent énormément de temps. Il y avait cela. D'autre part, je venais d'épouser Jean Seberg et je voyais mal une carrière diplomatique régulière, classique, c'est-à-dire en poste, mariée à une vedette de cinéma qui était appelée du jour au lendemain à tourner dans tous les pays du monde. D'autre part, il y avait également chez moi la volonté, la conscience aussi, peut-être assez obscure, qu'il fallait changer de nouveau de peau. Je commençais à avoir soupé du personnage Romain Gary, diplomate, et j'en avais assez. Je voulais redevenir quelque chose d'autre. Je ne savais pas quoi exactement, mais je voulais changer de peau encore une fois. Et c'était ça, je crois, la décision principale. Et d'autre part, je voulais tourner un film. Bref, il y avait incompatibilité entre les deux carrières, et j'ai choisi celle qui est ma vocation première, c'est-à-dire celle de créateur. Mais si vous aviez à recommencer votre vie, est-ce que vous seriez tout de même diplomate pendant un certain nombre d'années, pendant 15 ans par exemple? Non, je trouve que je suis resté quelques années de trop. Une chose qui court dans la vie, ce n'est pas en réalité ce qu'on est et ce qu'on fait, mais si on est heureux ou non. Alors là, puisque nous parlons de variété, de multiples personnalités et de variété d'êtres, d'existence et de monde dans lequel on vit, je peux vous dire que maintenant je suis arrivé fermement à une conclusion sur le bonheur, en tout cas. Et je ne rendrai pas la formule de Voltaire, cultiver son jardin, parce que c'est tout de même un peu étriqué, etc. Mais je considère que le bonheur est incompatible avec une multiplicité de vies. Une dispersion de vie, quelle que soit l'intensité de ces vies multiples que vous avez, le bonheur est incompatible avec cette expansion de vie. Il faut savoir réduire sa sphère d'intérêt, ses goûts et ses passions à quelque chose de beaucoup plus limité si on veut être heureux. Je crois qu'en réalité, il existe quelque part dans le monde un cordonnier qui est l'homme le plus heureux du monde. Et vous savez, je ne fais vraiment pas de philosophie bon marché. Je crois que trouver très tôt la passion de son métier. D'abord, sans le travail, on ne peut pas être heureux. À moins d'avoir le goût du non-travail, c'est-à-dire une vocation de méditation que j'ignore. Trouvé très tôt un travail qui ne vous disperse pas trop et qui vous permet de vivre le plus longtemps possible dans le même paysage, je crois qu'il y a une richesse, un approfondissement, un fromage de vie qui se forme, qui n'est pas du tout celui que le nomadisme. J'ai dit l'autre jour qu'il fallait enfin s'occuper de l'écrivain Romain Gary. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous en occuper. Donc, nous le découvrons en 1945 en France, un an après que l'Angleterre l'ait connu, avec un même livre qui était Éducation européenne. C'est exact. La France était occupée et je suis revenu donc en France avec ce livre déjà publié en anglais et déjà publié en français par Penguin pour l'Angleterre. On me disait, vous allez avoir le Goncourt avec Éducation européenne. Et en effet, les Goncourt m'ont fait signe à l'époque indirectement. Mais il s'est passé un phénomène très curieux, c'est qu'on a créé un nouveau prix qui s'appelait le prix des critiques, qui se situait 8 ou 15 jours avant le Goncourt. Et j'ai eu ce dilemme extraordinaire, le Goncourt ou les critiques. Aujourd'hui, cela va vous paraître prétentieux, mais il suffit de regarder la presse de l'époque. J'ai dû accepter le critique pour ne pas vexer les critiques. Et les Goncourt, notamment André Billy, a dit « Ah, ce jeune homme préfère le prix des critiques à notre vieux Goncourt. » André Billy l'a écrit. Et Émile Henriot était venu me voir à Londres pour me parler du dilemme. Comme retour en France, c'était extraordinaire. Pensez donc que je suis parti petit sergent aviateur. Je revenais compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, capitaine, avec un livre dont voulaient les Goncourt et les critiques. Que les jurys se disputaient. Oui. C'était absolument... Je voudrais que nous revenions justement sur ces racines du ciel dont on a tant parlé à l'époque et dont on continue d'ailleurs à parler. C'est un livre qui a paru en 1956. Vous m'avez dit l'autre jour que rien d'autobiographique n'inspirait vos livres. Celui-là, pas plus que les autres, j'imagine. Exactement. Il y a certains petits éléments autobiographiques oui. quand même. Je voudrais que vous me disiez la genèse de ce roman. Alors, le premier élément autobiographique, c'est qu'il est certain qu'il y a eu un traumatisme au départ. Je me trouvais à Bangui en 1941. Nous faisions du luciole avec un camarade sur des troupeaux d'éléphants, Razmot.
Et à la suite d'un coup malheureux du manche à balai, nous avons eu un accident grave, on a percuté un éléphant, mon camarade a été tué. Moi, je me suis retrouvé endommagé, mais enfin pas trop, devant l'éléphant affreusement blessé. Et à ce moment-là, c'était la frontière du Congo belge. Dieu sait comment est apparu un garde-chasse belge, je ne sais pas qui il était exactement. Il y avait là un garçon tué et moi fort atteint. Il m'a donné un coup de crosse en pleine gueule en disant « Espèce de salaud, on n'a pas le droit de traiter la vie comme ça ». Ça a été quand même un choc assez extraordinaire, ce personnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on écrit l'histoire littéraire? C'est vraiment curieux. À partir de je ne sais quel besoin intérieur, ces éléphants, qui étaient d'ailleurs pour moi plus que les éléphants, puisqu'il s'agissait d'une notion de marge où tout ce qui ne paraît pas immédiatement utile, nécessaire. Mais votre Morel, je vois sur cette table une petite statuette de Don Quichotte. Ah oui. Pourquoi y a-t-il... Parce que il y a, Pourquoi Don Quichotte ici? Parce que pour moi, comment dirais-je, le fond du roman, la naissance du roman et le fond de la littérature, c'est de la dualité Don Quichotte, Sancho Panza. Je crois que c'est ce qui m'est le plus proche, que je comprends le mieux comme problème de la vie, c'est cette extraordinaire opposition entre le rêveur généreux et désintéressé et le réaliste souvent sordide. Morel n'était pas en réalité un Don Quichotte. Si on regarde la variété de mon œuvre dans laquelle il est difficile de distinguer un fil conducteur, il y a tout de même un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est toujours finalement Morel. Ou avant, lui, Tulipe. Tulipe qui faisait la grève de la faim pour protester. Morel qui proteste pour la défense des éléphants, ou plus exactement des droits de l'homme, de la liberté. Dans tous mes romans, il y a cet élément de contestation, si je puis dire, de révolte et d'indignation contre tout ce qui diminue la beauté de vivre, la liberté et la nature de l'homme dans ses rapports les plus intimes avec ce qu'il devrait être. Mais est-ce que Morel, précisément dans Les Racines du ciel, ce n'est pas le pseudonyme de Romain Gary? Si, c'est le personnage qui m'est le plus proche, incontestablement, et Malraux d'ailleurs, quand il avait lu Les Racines. Que vous a rapporté le prix Goncourt, je ne veux pas dire au point de vue pécuniaire, Oui. mais pour vous-même, pour l'évolution de votre œuvre, pour vos relations avec votre public? Ou vous travaillez pour le lecteur, c'est-à-dire que vous lui donnez ce qu'il attend de vous, vous recommencez toujours la même chose, ou vous oubliez le lecteur quand vous écrivez. C'est une catégorie particulière de vous changez de lecteur, c'est ce que je fais à tous les coups. Vous comprenez, la danse de Genghis Khan, en France, a été annihilée par la critique. L'Express a écrit que c'est une profanation des morts d'Auschwitz, tout simplement. Et la critique américaine l'a porté au nu. Chaque livre choisit son public, le public trouve son livre. Si vous voulez vous assurer un seul public, il y a des romanciers qui retrouvent du livre au livre le même public, leurs 100 000 lecteurs à tous les coups. Évidemment, ça les regarde, peut-être que c'est très valable. Ce n'est pas mon cas, je ne travaille pas à la commande, je ne fournis rien. J'écris en fonction de ce que je veux écrire. Après, au livre de trouver le public et au public de trouver son livre. J'aime bien vous dire que ça ne se produit pas toujours. Par exemple, Les Mangeurs d'étoiles n'ont pas été lus en France. Là, ça m'a un peu surpris. Mais d'une manière générale, écoutez, je vais vous dire, je suis très brutal là-dedans. Je me suis assuré mes arrières avec mes éditeurs. Mes éditeurs m'entretiennent, qu'ils gagnent ou perdent de l'argent, ça les regarde. Ou bien ils m'assurent la tranquillité d'esprit, ou bien au revoir et merci. Je ne m'occupe absolument pas de ce que me rapporte chaque. Et bien après Les Racines du ciel, qui avaient paru en 1956, qui vous ont donné le prix Goncourt, vous êtes resté 4 ans silencieux, puisque c'est seulement en 1960 qu'a paru un autre livre de vous, et c'était cette fois La promesse de l'aube. C'est encore un livre qui a remporté un énorme succès, mais cette fois c'était un récit. C'est une autobiographie. Voilà. Or c'est le seul récit, la seule autobiographie que vous nous avez donnée. Alors pourquoi cette exception? Parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas au fond d'autobiographie, c'est un livre sur ma mère. Je n'ai parlé de moi que dans la mesure, évidemment, où je ne pouvais pas parler de ma mère sans parler de moi-même. Il y a une question que l'on pouvait se poser quand on l'a lu, c'est qu'étant donné le pouvoir de fabulation que vous avez, quelle était la part de vérité que vous avez laissée lancer? Vous posez là une très bonne question. Et il y a des gens qui ont mis en doute le côté autobiographique du livre. Ce à quoi j'ai répondu très simplement, en réunissant un dossier de témoignages
Donc, par exemple, François Bondy, le directeur de preuve, qui a fort bien connu ma mère, qui a vécu chez nous à l'hôtel. Professeur René Agile, l'Université de Toulouse. D'innombrables gens de Nice. Plus les dossiers de lettres que j'ai versés à la bibliothèque. Parce que les lettres est très important. Je les ai photocopiées, j'ai versé les dossiers, j'ai publié dans l'édition américaine les lettres à l'œuvre. Donc, tous les faits sont rigoureusement exacts. Évidemment, il y a quelque chose qui... Je suis un médium, si vous voulez, pour d'autres personnages. Mais moi-même, alors non, si vous voulez, on me retrouve dans tous les personnages. Donc, même dans Lady L. Lady L, c'est très souvent moi, la vieille dame. Son attitude envers la vie me ressemble d'ailleurs de plus en plus à la mienne. C'est vous qui ressemblez à Lady L plus que Lady L ne vous ressemble. Ah oui, enfin, c'est vous qui certainement, si on m'a demandé, c'est même le général de Gaulle m'a demandé, et qui est Lady L? Eh bien, je l'avoue, c'est moi. Je crois que de tous les personnages de mes livres, à part peut-être Morel, c'est dans Lady L que j'ai mis le plus de moi-même. On retrouve dans Lady L ces deux statuettes que vous voyez sur mon bureau, Don Quichotte et Sancho Panza, Armand, l'anarchiste révolutionnaire, qui est un peu le Don Quichotte, et Lady L, qui est elle, la réaliste, un peu Panza, qui a les pieds sur la terre et qui finalement agit, comme vous le savez, contre même son amour, parce qu'il se rend compte qu'il déraisonne et qu'il est impossible. Il y a les deux en moi. On a traité ce livre d'ailleurs un peu cavalièrement. On a estimé que là, c'était tout de même dans votre œuvre quelque chose d'un peu... Ici, cher ami. Et alors, je vais vous confier un petit secret. En effet, on a considéré ce livre comme un divertissement, ici. Eh bien, c'est le livre peut-être de tout ce que j'ai écrit qui m'est le plus cher, et où j'ai peut-être mis le plus de moi-même et de ma vision du monde et des choses de la vie, etc. Avec le dernier, avec Adieu Gary Cooper. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe, ça se passe toujours comme ça. Quand Lady L est paru, ça a eu un succès public considérable, la critique l'a traité comme ça, enfin, en passant. Mais quand j'ai publié La danse de Genghis Khan, on m'a dit « Ah, si seulement il nous donnait encore une Lady L ». Il faut parler du personnage de Gengis Khan, justement. D'abord, il faut parler de son nom, voilà, alors, qui, je crois, éclaire beaucoup les choses. Alors, j'explique dans Ponce Galarel, je parlais de moi-même, de ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis au point de vue analyse de mes antécédents? D'un côté, il y a une mère juive russe, de l'autre côté, il y a un père russe asiatique. Qu'est-ce que c'est les deux? Genghis, l'Asie, et Khan, le nom juif. C'est ça, Genghis Khan. Ça, c'est d'abord, en ce qui me concerne, moi, dans mes rapports avec le personnage. Mais il y a plus. C'est que Genghis Khan, qu'est-ce que c'était? C'était le fouet de Dieu, comme on disait, un sauvage, un barbare, un conquérant, un destructeur et un incendiaire. Et l'humour de Genghis Khan dans ce roman, son arme principale, ce n'est plus l'épée de Genghis Khan, évidemment, mais c'est l'humour. Un humour agressif, violent, explosif, terroriste, qui est extrêmement connu en Amérique comme source dans le cinéma avec les frères Marx, et qui n'a pas cours en France. Est-ce que vous vous sentez plus Gengis ou Khan? En vérité, je vais vous dire quelque chose. Je me sens vraiment, profondément rien. Rien. Je suis incapable de vous dire ce que je me sens dans mon sang et dans ma chair. Je suis très patriote français. Cela tient beaucoup plus de la francophilie que du francisme. En ce sens que je suis un grand ami de la France, tout en étant français. Vous, mon cher compatriote, vous avez un très grand sens de l'ironie, vous avez tous beaucoup d'esprit. Je dis bien vous, mais l'humour, ce n'est pas votre fort. Parce que l'humour, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à vous moquer de vous-même, et vous n'aimez pas beaucoup ça. Je me souviens, à une télévision, Pierre Dumaillet, à propos de Lady L, je crois, m'avait demandé, Romain Gary, pourquoi vous moquez-vous toujours de vous-même? D'abord, c'est la définition même de l'humour, et ensuite, Victor Hugo a dit quelque chose là-dessus de très juste. Mais voyons, quand j'ai dit « je », c'est de vous que je parle. Et c'est évident. « Je », pour moi, J-E, c'est l'homme. Quand je me moque de moi, Romain Gary, je ne me moque pas de moi, Romain Gary, je me moque de l'homme qui se trouve être Romain Gary. C'est à l'intérieur. Mais l'humour n'est pas une arme française. Et je crois que je connais la raison. L'humour est l'arme des faibles et des vaincus. L'humour est quelque chose, c'est une arme qu'on emploie quand vous êtes désarmé. C'est pourquoi l'humour juif a été tellement développé. C'est une façon de tenir l'ennemi à l'écart par la plaisanterie qui vous donne un sentiment de supériorité provisoire sur lui, alors qu'il ne le sait pas, comme vous éprouvez ce moment de supériorité. Mais les Français, ayant toujours été un peuple d'élite sûr de lui et dominateur, n'a jamais eu besoin de recourir à l'arme de l'humour. Mais les Anglais, cependant, alors, ont l'humour. Les Anglais, eux, ont... Et c'est un peuple dominateur aussi. C'est un peuple dominateur, mais chez les Anglais, l'humour est une lutte, en réalité, contre la...
Je voudrais que vous me parliez un peu de ces publics et des relations que vous entretenez avec eux. C'est une des plus merveilleuses expériences, je crois, de l'acte d'écrire. C'est ses conséquences de rapport avec le public. Vous m'en parlez, moi ce matin j'ai reçu justement une lettre d'Amérique d'une jeune fille que je ne connais pas, qui a lu un de mes livres, qui m'écrit une lettre à propos de ce livre, et pour me convaincre de lui répondre, elle a écrit 300 fois sur 2 pages le mot « please write, write, please write, write, write ». Bon. Mais ce n'est pas une idiote quelconque, la lettre est intelligente, et les rapports avec le public sont très stimulants, mais aussi très dangereux. Dangereux, je veux dire, très déroutants. Il y a des malentendus innombrables. Vous avez des gens qui vous écrivent pour de mauvaises raisons, si je puis dire. Vous êtes parfois irrité et surpris par la façon dont vous n'avez pas été compris ou approuvé pour des raisons qui sont entièrement contraires à ce que vous avez voulu dire. La première règle, à mon avis, dans les rapports avec le public, c'est de l'exclure complètement de sa tête quand on écrit. Je ne sais pas pour qui j'écris quand j'écris, je ne sais pas où le livre va tomber. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez des lecteurs qui sont meilleurs juges que les critiques ? Je ne veux pas non plus lancer des offensives systématiques contre les critiques, parce qu'à la suite de nos entretiens, on finira par croire que je livre une sorte de bataille aux critiques. Ce n'est pas vrai, parce que d'abord, je dois énormément aux critiques. Je dois tout à votre prédécesseur, je crois, Frédéric Lefebvre, par exemple, qui m'a littéralement porté au nu dans les nouvelles littéraires il y a 20 ans et 25 ans. Robert Kemp, Émile Henriot, d'innombrables critiques qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup encouragé, beaucoup admiré et choyé. Mais il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Il y a que le critique aujourd'hui n'a plus le temps de lire, on publie trop, mais il y a aussi autre chose, c'est que le critique d'aujourd'hui, parce qu'on publie trop, est plus ou moins obligé, presque, de vivre dans sa petite tribu, à lui, sa famille intellectuelle, et il ne parle que d'eux, et vous, il vous exclut si vous n'en faites pas partie. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un phénomène extrêmement affligeant. Dans cette spécialisation de l'amitié, ou du clan, ou de la chapelle, un grand critique n'a pas le droit de s'intéresser uniquement à ce qu'il aime, lui ou à ses amis, il est obligé de s'élever au-dessus de ses propres jugements. Chacun des livres que j'écris est complètement différent, vraiment, du suivant. Et cela ennuie énormément les critiques. En général, cela dit, sans les vexer le moins du monde, le critique littéraire aime bien que l'auteur... Quand vous lisez, est-ce que vous êtes un critique en puissance ? Non, je suis très mauvais critique de livres, parce que je suis avant tout romancier, et j'ai tendance à chercher dans les livres que je lis comme lecteur ce qui me ressemble le plus et ce qui me nourrit le plus en tant que romancier. Il y a presque là une contradiction. Je ne suis pas capable de me détacher suffisamment de mon œuvre pour admirer des œuvres littéraires qui sont très différentes des miennes. Mais je lis aussi énormément, mais je lis plus que je ne le savais moi-même, des œuvres de divertissement. Étant donné que je travaille de 7h à 11h par jour à écrire et à créer moi-même, quand je lis, j'ai besoin presque d'oublier la littérature. Vous voulez dire des romans policiers, Non, le roman policier, à proprement parler, non. D'ailleurs, on n'en fait plus de bon. C'est très rare. Mais je lis ce qu'on appelait jadis la littérature d'évasion. Et simplement qui me font passer un bon moment, mais que je ne relirai jamais. Et je parle de livres, en somme, qu'on ne relit pas. En dehors d'une lecture constante que je fais, d'une relecture constante, c'est celle des œuvres de Conrad, que je relis en entier au moins une fois par an. Pourquoi les relisez-vous ? Par plaisir ou Écoutez, par... Conrad ne me ressemble pas comme écrivain, comme romancier, sauf peut-être pour Les Racines du ciel, mais il m'apporte quelque chose d'absolument irremplaçable, en ce sens qu'il m'apporte une atmosphère dans laquelle je me perds chaque fois que je lis. On parlait de vos nouvelles à l'instant. Nous n'en avons pas encore parlé, il faut en dire un mot, parce que tout de même, elles sont très représentatives de votre Ce sont des échantillons de presque tout ce que j'ai fait. Justement, c'est une sorte d'échantillonnage. Oui. Vous les avez fait exprès pour cela ? Non, je les ai... Car un recueil est composé tout de même... Non, je les ai écrits sur plusieurs années, puis j'ai voulu le faire en recueil, et là, j'ai écrit quelques nouvelles afin de faire le recueil. Mais je n'ai pas du tout cherché l'unité de ton, ni même l'échantillonnage de toute mon œuvre. Ça s'est produit Votre comme unité, ça. ce serait la diversité, justement. La diversité, oui. C'est ça. Et ça s'est produit comme ça. Et je dois dire qu'en effet, je vois comment on peut en effet voir
dans chaque nouvelle un des aspects de ce que je fais par ailleurs dans mes romans. Vous écrivez pourquoi une nouvelle? Je n'écris presque plus de nouvelles en ce moment. J'ai beaucoup aimé la nouvelle, mais le goût m'en est passé parce que j'ai besoin, et c'est dommage, parce que c'est peut-être la forme la plus difficile et la plus parfaite en littérature, mais c'est trop rapide. J'ai besoin de donner beaucoup plus de coups de poing. La pointe qu'on place, le sifflement de la nouvelle qui passe, ne me suffit pas. J'ai besoin de brasser davantage la matière et le matériau littéraire. Vous êtes un homme rapide, mais vous aimez la durée. Ah oui, beaucoup, oui. Et vous savez, d'ailleurs, en plus, je suis très verbal, au sens que le premier jet est souvent dicté. Je réécris ensuite à la main. J'ai envie parfois d'écrire une nouvelle. Je m'assieds pour écrire une nouvelle. Vous dites le premier jet est dicté. Oui, très souvent. Au magnétophone. Ah non, je ne peux Non. pas supporter le magnétophone. Non, ça, il faut que ce soit un public. C'est le Ce sont drame donc d'abord des livres parlés avant d'être écrits. Ah oui, c'est le premier jet. Mais ensuite, je les recopie et regarde très attentivement. Mais le premier jet, c'est presque toujours dicté. C'est pourquoi mes rapports les plus dramatiques de ma vie sont avec mes secrétaires. C'est très difficile de trouver une secrétaire. Quand elle est très bonne, sténotypiste, elle n'écoute même pas ce que vous dites, elle tape ça. J'en avais une qui prenait ce que je lui disais en lisant Elle Magazine, ça me mettait hors de moi. C'était très vexant, oui. Et les autres ne sont pas bonnes. Il me faut un secrétaire public. Là, le magnétophone ne donne absolument rien. Vous ne pouvez pas écrire directement et seul. Ah non, j'écris souvent directement et seul également. Mais j'ai dit, parfois aussi, je dicte. En même temps, je fais presque toujours plusieurs livres en même temps. En ce moment, par exemple, j'ai une secrétaire qui prend la dictée pour un des romans que j'écris. Mais l'autre, Chien blanc, je suis en train de finir, je l'écris à la main directement. Pourquoi l'un à la main et pourquoi l'autre dicté? Est-ce que ça correspond à un Oui, genre différent? oui, ça correspond à, comment dirais-je, il m'est difficile de dicter quelque chose qui est plus léger. Quand c'est dur, assez dramatique, il faut que j'écrive ça à la main. Là, il y a un corps à corps. Oui, il y a une lutte beaucoup plus dure. Mais parfois aussi, vous savez, c'est une question de démarrage. Je dicte pour démarrer, après j'écris à la main. La dictée... Eh bien, aujourd'hui, Romain Gary, nous allons parler d'une expérience qui ne vous sera peut-être pas finalement très agréable à rappeler. C'est votre expérience d'auteur dramatique. Vous avez publié et fait jouer une pièce de théâtre qui s'appelait Johnny Cœur, et on ne peut pas dire que l'accueil a été extrêmement chaleureux. Non, l'accueil équivaut à ce qu'on appelle dans le langage professionnel un bide. Je dirais même que ce fut un bide sensationnel parce que, par exemple, Jean-Jacques Gaultier n'a même pas analysé la pièce. Il a critiqué sévèrement Yvonne Printemps et Pierre Freinet d'avoir accepté que l'auteur se prêtât à une telle production. J'ai été même traité par un critique d'éléphant venimeux. Ce n'est pas très gentil pour les éléphants, en tout cas, parce que les gens leur reprochent beaucoup de choses. D'autre part, la critique, à part Gabriel Marcel, qui a aimé la pièce, a été unanime contre la pièce. Malheureusement, une critique unanimement, si je puis dire, mauvaise pour une pièce, eh bien, cela ne veut pas dire du tout que la pièce était bonne. On ne peut pas s'y fier. Votre opinion? Mon opinion était qu'il y avait beaucoup de choses ratées dans la pièce, et surtout, il était prématuré, en ce sens qu'après les événements de mai, elle aurait été vraiment extraordinairement actuelle, parce qu'il s'agissait précisément d'un contestataire qui fait la grève de la faim pour protester contre à peu près tout. Je vais beaucoup au cinéma. Alors on me dirait pourquoi le cinéma et pas le théâtre? Eh bien, la raison est très simple, c'est que malgré tout, on n'avait pas de rapport avec la littérature. D'autre part, il y a cet avantage extraordinaire du cinéma que l'on ne souligne pas assez, qui fait du cinéma ce qu'il y a de plus agréable à cet égard au monde, c'est que lorsqu'au bout de 15 minutes, lorsque le film vous ennuie prodigieusement, vous vous levez et vous partez. Ce que je fais tout le temps. En théâtre, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire par égard pour les acteurs, on ne peut pas le faire, il faut rester jusqu'au bout. Les portes font du bruit. Voilà. Alors le cinéma est beaucoup plus anonyme, où vous glissez dans le noir, je le fais tout le temps, ça. Je sors très souvent, dès qu'un film commence à me courir, comme on dit vulgairement, je sors. Seulement au cinéma, vous n'êtes pas seulement spectateur. Je parle Oui. dans votre cas particulier, vous êtes cinéaste aussi. Vous commencez je fais donc une carrière de cinéaste. un film, Les oiseaux vont mourir au Pérou, qui est un développement d'une nouvelle que j'ai écrite sous le même titre dans Les histoires sifflantes. La critique a été évidemment odieuse. J'ai dit évidemment parce que vraiment il suffit de la parcourir.
Henri Chapier, dans Combat, commence sa critique, je l'ai pratiquement là, si vous voyez sous les yeux. Il dit, sous sa façade de respectabilité bourgeoise, on se permet n'importe quoi. Ce qui va loin. Autrement dit, je fais peut-être des escroqueries, des balais roses, bleus. Qu'est-ce que vous attendez du cinéma comme moyen d'expression ? C'est une très bonne question, parce qu'il ne suffit pas d'avoir tous les moyens pour faire un film. C'est un combat absolument infernal. Mais peu importe, la vérité, c'est que j'ai fait un film parce que j'éprouvais le besoin, et j'éprouve toujours le besoin visuel, de raconter des histoires visuellement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je m'abstienne parce que je suis romancier ? Mais c'est tout de même un métier qui s'apprend. Non. Ça, alors, ça a été démystifié complètement. L'immense apport de la nouvelle vague, en dehors de talent proprement dit, en dehors de l'œuvre, leur immense apport a été d'avoir complètement démystifié le côté apprentissage du metteur en scène. Ce sont presque tous des critiques du cinéma qui se sont mis à faire du cinéma. Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un apprentissage technique à faire. Si vous avez fait un bon apprentissage technique, cela ne vous sert à rien au point de vue amélioration de votre technique du metteur en scène. Mais ça vous permet d'empêcher les techniciens de vous imposer leurs lois. J'ai eu le cas d'une scène, un crachat dans le film, qui devait arriver sur la vitre d'un bar extérieur d'un café, et la femme était derrière, et elle devait donner l'impression qu'elle a reçu ce crachat à la figure, bien qu'elle fût à 5 ou 6 mètres derrière. On était pressé, la pluie, en fait, toutes les mauvaises conditions. Le producteur m'a dit, ce n'est pas la peine d'essayer, vous ne pouvez pas techniquement le faire, je suis un ancien caméraman, je vous dis que c'est impossible. Le caméraman... Est-ce que votre connaissance du métier d'écrivain vous a aidé pour faire des films ? D'abord, ce qui m'a aidé, en fait, c'est le montage. Parce que je monte mes romans également, quand je les ai terminés. Mais ce qui m'a aidé, c'est que comme romancier, je suis visuel. Quand j'écris quelque chose, je le vois sous mes yeux, littéralement avec tous les détails. Alors, cela m'a aidé d'une certaine façon, mais d'une autre façon, ça m'a rendu les choses plus difficiles, parce que vous ne pouvez pas disposer les traits sur le visage d'un acteur en une expression, comme vous pouvez le faire en décrivant. Il y a quand même le libre arbitre de l'acteur qui joue. Et dans une certaine mesure, je fais des erreurs de distribution. J'ai eu un excellent acteur sur lequel je me suis quand même cassé les dents, parce que je n'ai pas su... je tenais trop pour acquis, avant, sans répétition, qui était déjà dans la peau du personnage, que tous les acteurs étaient dans la peau du personnage. Et j'ai eu d'énormes joies pendant le tournage, parce que précisément je travaillais avec les acteurs, et ce que j'aime chez eux, notamment Pierre Brasseur, qui n'est pas tout jeune, qui faisait des kilomètres sous la chaleur à pied dans le sable, et qui avait une conscience professionnelle absolument extraordinaire et bouleversante. C'était une joie de le voir travailler, cet homme. Et vous savez, les conditions dans lesquelles il travaillait, j'avais 4 vedettes, et le matériel, les 20 km de plage, pour transporter les vedettes et le matériel, j'avais une charrette avec un mulet. C'est tout ce qu'on m'avait donné, alors que j'aurais dû avoir 4 ou 5 jeeps, etc. Ma plus grande leçon, c'est que... Vous venez de publier un nouveau roman qui s'appelle Adieu, Gary Cooper, qui a paru chez Gallimard, et ce roman s'ajoute à tous ceux que vous avez déjà publiés, et je pense que vous pourriez essayer de dresser une sorte de bilan de votre œuvre romanesque. Au fond, tous les personnages essentiels que l'on retrouve dans vos romans se ressemblent. Quel est, à votre avis, leur trait essentiel ? Tous mes personnages, depuis 1945, sont des contestataires. Et c'est peut-être le seul fil véritablement conducteur à travers toute mon œuvre. Éducation européenne, qui a eu un si grand succès, n'a pas toujours été comprise dans son titre. Éducation européenne était un titre satirique, ironique, ironique. Bien entendu. Deuxièmement, Tulipe fait la grève de la faim pour protester contre le monde. Dans le grand vestiaire, les jeunes gens sortent un criminel parce qu'ils estiment que c'est la meilleure façon pour eux de se dresser contre les adultes, précisément en protégeant celui que tout le monde condamne. Dans la Lielle aussi. Dans les Lielle, c'est une révolte où l'anarchiste est là en plein depuis le début jusqu'à la fin. Les Racines du ciel, Morel dit non au monde, défend les éléphants qui sont menacés d'extermination. Et je dirais qu'il n'existe absolument pas un roman de moi, que ce soit La tête coupable, que ce soit La danse de Genghis Khan, qui ne soit pas une protestation. Et même, et cela, probablement, on me le reprochera plus tard, quand je ne serai pas là, si on s'intéresse encore à mon œuvre. Je n'ai jamais proposé une solution.
Vous venez de prononcer d'ailleurs le titre de votre dernier roman, c'est-à-dire Adieu Gary Cooper, qui vient de paraître chez Gallimard. Tout de même, il est temps de parler de ce roman-là. Quand on voit ce livre, le titre d'abord surprend, peut-être d'abord à cause du mot Gary. C'est vraiment une coïncidence absolue. Voyons, je vais m'expliquer d'abord sur le titre Adieu Gary Cooper, Oui, parce que c'est oui. important. Et je regarde la caméra en ce moment qui prend une photo. Nous parlons d'acteurs d'ailleurs, ça tombe bien. Adieu Oui. Gary Cooper, pourquoi ce titre? Oui. Eh bien, je m'explique d'ailleurs un peu dans la note laminaire, c'est que Gary Cooper représente une Amérique qui est toujours aujourd'hui en voie de disparition. C'est une Amérique de certitude. Gary Cooper était ce héros sans peur et sans reproche, qui triomphait toujours des méchants et des vilains, qui était sûr de sa cause. C'est la justice avec lui qui triomphait à la fin. Et il y avait presque toujours un happy ending du moment que la justice triomphait. En effet. Eh bien, cette Amérique-là, c'est fini. C'était une Amérique sans complexe. C'était une Amérique qui sans était complexe sûre d'infériorité. d'elle-même. Or, aujourd'hui, c'est terminé. Adieu, Gary Cooper. L'Amérique a rejoint la vieille Europe dans l'angoisse, dans l'interpellation, dans le doute, dans le cynisme, dans le désarroi, qui, jusqu'à présent, était la prérogative, si je puis dire, la spécialité européenne, alors qu'en Amérique, il y avait ce qu'on appelait des American Dream, cette espèce d'idéalisme. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est le vocabulaire, c'est le parler de votre personnage. Voilà, ça pose un problème d'écriture. C'est évidemment l'aspect essentiel. Oui, bien sûr. Le personnage devait sortir de ce vocabulaire-là. La grande difficulté pour moi, j'ai écrit le livre à la fois en français et en Amérique, d'ailleurs toujours j'aurais écrit le texte américain moi-même, eh bien le grand problème était le langage. Pourquoi? Parce que cette jeunesse de ski bum dont je parle, pas Jess qui est très évolué, qui a déjà un vocabulaire, évidemment un langage très sophistiqué, mais Lenny, ils n'ont pas de langage, ils ont des mots, ils ont du vocabulaire. Ils se méfient comme de la peste de langage. Et au mois de mai, ils écrivaient sur le mur, ces gars-là, les mots mentent comme ils respirent. Ou le mot vient vers vous entre deux flics. De ce genre de choses. Et ils ne veulent pas de langage, parce que ce qu'ils cherchent, eux, ce n'est pas la communication. Ce qu'ils cherchent, c'est l'aliénation, délibérément. Pour Lenny, le bien le plus précieux, c'est l'aliénation. Or, ils disent, pourquoi ne vit-il pas en Amérique? Mais parce qu'en Amérique, tout le monde parle anglais. Il est exposé et vulnérable. Alors, en Amérique, pour lui, il y a la barrière du langage, comme il dit. C'est-à-dire, tout le monde parlant la même langue, on ne se comprend plus. Oui. Dès qu'une fille, il aimait une fille, il y avait une aventure amoureuse avec une fille, c'était merveilleux parce qu'elle ne parlait pas anglais, il ne parlait absolument ni le français ni Suisse-Deutsch. Alors c'était merveilleux, et puis la fille par le lingaphone a appris l'anglais. Lui, Lenny a immédiatement fichu le camp, c'était fini. La barrière du langage et les mots. Il y a un domaine que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est celui de la peinture. Vous avez dit un jour que la rencontre du livre de Malraux, Les Voix du silence, vous avez ouvert le domaine de la peinture et que vous-même vous aviez peint. Oui, vous touchez là à une véritable plaie, un point extrêmement sensible. En effet, je me suis, il y a quelques années, rué sur la peinture, ou plus exactement dans la peinture, puisque quand je me suis mis à en faire, tout mon appartement, tous mes costumes, tout, y compris mon fils, mon petit garçon, ont été couverts de peinture pendant des mois et des mois. Et j'ai transformé l'appartement en une véritable écurie. Mais je veux vous dire, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est très simple, très, très triste. Parce que mon médecin m'a défendu de peindre. En général, on vous dit pour vous changer les idées, pour vous divertir, pour vous délasser, faites de la peinture. Donc moi, je ne fais jamais les choses à moitié. J'ai décidé de faire de la peinture et j'ai eu à ce moment-là la véritable vocation de peindre. Et je fais cette découverte absolument bouleversante qu'on peut avoir la véritable vocation artistique sans avoir une trace de talent artistique. C'est cruel comme découverte. Voilà. Que peignez-vous? Ah, mais je n'en sais absolument rien. Écoutez, je n'étais pas un peintre du tout. J'étais un monsieur qui, pour des raisons que probablement la psychanalyse pourrait seule... Je parlais de Malraux tout à l'heure. Son livre a compté pour vous? Toute l'œuvre de Malraux a compté pour moi immensément. Vous savez que Malraux est extraordinairement attaqué, contesté et critiqué aujourd'hui. Il a probablement plus d'ennemis politiques qui transfèrent sur son œuvre. En réalité, pour le situer historiquement à la date de 1969, c'est que Malraux a tout de même inventé Che Guevara. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu sans Malraux Che Guevara, je n'en sais rien, mais c'est tout de même dans les romans de Malraux, dans Les Conquérants,
et dans la condition humaine. Pour la première fois, on découvre ce qu'un jour allait être Che Guevara. C'est lui qui a inventé ce personnage. Dans le roman, jusqu'à présent, Che Guevara est mort. Pour le trouver, il faut revenir aux romans de 1936, de Malraux. C'est là qu'on le trouve. D'autre part, et cela ne fera peut-être pas plaisir à Malraux, mais une très grande partie de la contestation culturelle est née de Malraux. En ce sens que c'est dans la maison de culture, au TNP et ailleurs, dans les moyens qu'il a donnés à la jeunesse de participer à la vie théâtrale, que sont nées les premières manifestations contre. C'est un peu paradoxal. Vous savez que la contestation des jeunes consiste à mettre très fortement en cause la culture, dont on dit que c'est un masque, etc. Ceci est très intéressant parce que cette contestation de la culture est une grande manifestation de la culture. C'est une manifestation culturelle, pas un luxe. C'est que la protestation est sortie de la culture. C'est particulièrement dans les... Qu'est-ce que vous pensez alors de l'engagement de l'écrivain ? Il est engagé toujours. Je vous dis, voilà, Mallarmé n'a jamais œuvré pour la libération sociale, mais la beauté formelle des images de Mallarmé, pour qu'une conscience puisse l'apprécier, il ne faut pas que ce soit au milieu des famines et des assassinats. Il est évident qu'on ne peut pas absolument se délecter, à moins d'être déjà vraiment monstrueux, ce qui n'est pas le cas des jeunes. C'est que si le jeune veut avoir le droit d'aimer Mallarmé, eh bien, il a un a priori immédiat, c'est qu'il veut une société juste pour pouvoir, si vous voulez, aimer la gratuité de la beauté formelle de Mallarmé. Donc, il n'y a pas d'œuvre non engagée. La culture est un océan, une sorte de plasma nourricier qui a son dynamisme propre. Tout ce qui se jette vers elle ressort à l'autre bout sous forme de dynamisme social. Marx doit tout à la beauté formelle. Il n'y aurait pas de révolution, il n'y aurait pas de prise de conscience sociale s'il n'y avait pas eu culture. Êtes-vous à l'aise dans le monde contemporain ? Non, je ne suis à l'aise absolument pas dans le monde contemporain. Je dois dire que, vous savez, il y a un très bon mot pour cela. Il est un peu vulgaire, mais enfin, il faut bien... J'en ai ras-le-bol du monde contemporain. Pourquoi ? Est-ce que c'est du monde contemporain ou de vos contemporains ? Non, pas de mes contemporains, du monde contemporain. Le monde n'a pas beaucoup changé, si vous voulez, pour l'essentiel. Mais jamais, grâce aux moyens de communication modernes et l'information, les moyens audiovisuels, jamais l'horreur n'a été aussi évidente de nous crever tellement. Au fond, pour vous, qu'est-ce qui a le plus d'importance dans la vie ? L'euphorie physique. Vraiment, mes plus grandes joies ne sont pas des moments spirituels, il faut bien le dire. Ce sont des moments où je me sens physiquement complètement à l'aise dans mon corps. Tout de même, un extraordinaire rapport avec la nature, avec la mer et le soleil. Et c'est un côté animal, un rapport avec la vie qui est très, très animal. Voyez-vous, tout à l'heure, nous parlions et la caméra était en train de faire clac, clac, clac. Et je me suis dit, mon Dieu, les auditeurs vont penser que ce sont mes arthritismes ou mes rhumatismes. Vous voyez ce que c'est, donc c'est pas toujours facile de communier avec la nature. Vous avez dit un jour, je suis techniquement catholique. Ça a beaucoup scandalisé les catholiques, cette phrase, mais il faut bien que j'explique. C'est curieux, les catholiques trouvent encore moyen de se scandaliser. On leur dit que depuis 20 siècles, après tout ce qu'ils ont entendu, ils ont été blindés. J'ai reçu quelques lettres très peinées. Et c'est les nouvelles littéraires, vos nouvelles littéraires, qui ont publié cette confession. Et ma mère était juive. Mon père était grec orthodoxe. Et moi, j'ai été fait catholique par ma mère. Vous savez, c'était une obsédée de la France. Elle était obsédée par la France comme d'autres sont des obsédés sexuels. C'était une francophilie dévorante. Et pour elle, la France était un pays catholique et comme elle n'était pas au fond croyante du tout, elle a accompli ce geste suprême de naturalisation. Ceci dit... Eh bien, nous voici arrivés, Romain Gary, au terme de nos dialogues, puisque voici le dernier que nous allons avoir ensemble. Et je voudrais que, non pas que nous fassions une conclusion, on ne peut pas conclure d'abord parce Écoutez, je vous interromps, promettez-moi de redialoguer avec moi un jour, parce que c'est extrêmement triste d'entendre dire c'est le dernier. Ce n'est qu'un au revoir. Sinistre. Non, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est au fond que vous me disiez où vous en êtes. Vous avez 55 ans, vous avez dit la date de votre naissance la première fois que nous nous sommes rencontrés, vous avez 55 ans, que pensez-vous de l'âge auquel vous êtes arrivé ? Eh bien, écoutez, je vous dirais franchement que je considère, moi, les gens de 55 ans que je rencontre comme de vieux messieurs, des vieux crabes même. C'est une confession, on ne peut plus franche. J'ai 55 ans, donc je peux le dire.
Je ne me sens pas vieux. C'est une de ces illusions que l'on probablement conserve jusqu'à la fin de ses jours. Je ne me sens pas du tout vieux, je n'ai pas changé intérieurement du tout. Je me sens même, d'une certaine façon, très jeune, puisque je n'ai jamais été aussi paumé intellectuellement, idéologiquement et philosophiquement que je le suis aujourd'hui, ce qui est tout de même un signe plutôt d'adolescence que de vieillesse. Je n'ai acquis absolument aucune sagesse. Le mot sagesse me répugne. Ça me fait penser à un fromage trop mûr qui s'écroule et qui va marcher, à des feuilles mortes, à un certain pourrissement. Mais estimez-vous alors que vous êtes arrivé à un âge tout de même où vous êtes capable de donner des conseils? Est-ce que vous en donneriez si on vous en demandait? Écoutez, on est obligé de donner des conseils parce que énormément de jeunes gens, surtout de jeunes Américains, viennent me demander des conseils. Alors, la première chose que je leur dis, c'est que je peux vous donner un conseil, mais surtout ne le suivez pas et trouvez votre propre solution. Ça n'existe pas, les conseils. Il y a évidemment des conseils raisonnables que l'on peut donner, mais ce sont les mêmes que j'aurais donné à mes amis à 20 ans. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai acquis à force d'expérience. À mon avis, l'expérience est une illusion extraordinaire, pour une raison d'ailleurs technique, c'est que jamais les situations ne sont les mêmes. Mon premier mariage a été avec une femme beaucoup plus âgée que moi, le deuxième avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Théoriquement, c'était des gaffes chaque fois. Or, il se trouve par exemple que j'aurais déconseillé moi, eh bien, comme m'a vivement déconseillé il y a 20 ans à l'époque, ben, d'une certaine façon, ces deux mariages ont été parfaitement réussis. Ils ont duré très longtemps et sont terminés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la différence d'âge. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que j'ai toujours été, on m'a toujours considéré comme un violent, comme un extrémiste, je dirais dans les rapports avec la vie, pas au point de vue politique, mais j'ai toujours su conserver au sein de mes égarements un certain bon sens. Et je crois que c'est ce qui manque le plus à l'époque émotive. Et votre œuvre, est-ce que vous avez quelquefois la tentation de la juger, de porter un jugement sur elle? Oui, absolument, mais là aussi c'est un rapport animal avec mon œuvre. C'est très curieux, je me pose rarement la question de la qualité, il me semble que de ce côté ça va, si je puis dire, mais je me pose le côté goinfre, le côté appétit, le côté animal de la quantité. Je suis extraordinairement frustré à mon âge, de 55 ans, donc, de n'avoir fait que 15 romans, un seul film. Je trouve que vraiment, je n'ai pas fait assez, que j'aurais dû en éliminer davantage, parce que pour moi, la création, c'est une élimination. C'est une élimination. Je trouve que, une sudation. Oui, je trouve que j'en ai trop gardé. Je dois encore avoir pas mal sur l'estomac, si je puis dire. Par conséquent, vous avez beaucoup de projets. Tout le psychisme dans mes rapports avec les projets, c'est que maintenant, je sais que certains de mes projets, je ne les réaliserai jamais, parce qu'il y en a trop et que je n'ai plus le temps, que ce n'est plus possible matériellement. Et ça, c'est affligeant. C'est extrêmement triste. En ce moment, par exemple, j'ai 20 sujets qui me traitent par la tête, et auparavant, je ne choisissais pas. Aujourd'hui, il m'arrive maintenant de réfléchir et de choisir entre eux, et d'en abandonner d'autres, parce que je n'ai plus cet horizon illimité que l'on a devant soi encore à 30 ans, que l'on croit avoir. Mais vous travaillez aussi facilement? Je travaille plus facilement que jamais, j'écris plus, je passe facilement de 8h à 11h parfois à écrire. Mais... Vous pensez à la mort? Dans ce rapport-là, oui. Non, parce que je ne pense pas à la mort comme... Je crois que j'ai des rapports très personnels et très différents avec la mort, mais je n'en sais rien. Je veux dire, a priori, c'est quelque chose qui ne me préoccupe pas, mais ça me préoccupe dans la mesure où ça m'empêche de finir un livre. Vous pensez tout de même à la mort, parce que l'autre jour, vous m'en avez parlé à propos d'une pièce que vous avez écrite, que vous n'avez pas publiée ni fait jouer. La mort en panne. Oui. Oui. C'est une pièce comique. Oui, mais le comique, au fond, est peut-être une façon de la... C'est possible, de l'amadouer. Non, vous savez, la mort, c'est un sujet... comment dirais-je, si on s'embarque sur ce sujet, on risque de piloguer encore pendant 50 000 ans. Il n'y a rien à dire sur la mort. Elle est là. Un point, c'est tout. À partir de ce moment-là, la question ne se pose pas. À mon avis, on peut discuter et débattre avec fertilité, de manière féconde, de quelque chose qui a une autre solution. Mais là, il n'y a pas. Alors, à la recherche d'une attitude devant la mort, c'est absolument sans intérêt. La grimace qu'on fera en partant, ça ne m'intéresse pas. Pas plus que le mot de la fin. D'ailleurs, Lenny s'exprime sur la mort. Il dit, tu comprends, la mort, c'est un truc qui est comme le cancer. Ce n'est pas encore au point. On ne sait pas ce que c'est. Vous comprenez ? Bon, j'y pense... Comme on voit un mur qui vous empêche, je vous dis, de continuer à écrire. Mais ma disparition personnelle,
Je ne sais pas si j'y pense vraiment comme les autres. En ce sens que je ne pense pas que... Bien, je voudrais vous poser alors une dernière question, pour vous laisser ensuite retourner à vos livres, Oui. justement. Vous avez déjà changé de peau souvent. Oui. Vous me l'avez dit, vous l'avez montré d'ailleurs. Oui. Vous avez été officier, écrivain, cinéaste, etc. Est-ce que vous envisagez de changer encore une fois de peau? Sûrement, absolument et certainement, d'ailleurs j'essaye. Mais j'ai remarqué une certaine chose, c'est que par exemple je me suis pratiquement exilé, à l'heure actuelle je ne vis plus en France, je vis dans une petite île méditerranéenne et je me suis aperçu, coïncidence extrêmement curieuse, que je tends à changer maintenant beaucoup plus de costume que de peau. Et je me demande si ce n'est pas la forme d'une certaine résignation devant le fait qu'il me reste extrêmement peu de peau que je pourrais adopter. Je ne veux pas dire au point de vue temps qu'il me reste, je n'en sais rien, mais je n'ai plus tellement dans l'imagination de formes d'existence auxquelles j'aurais voulu goûter en devenant un autre personnage. J'ai quand même fait le tour. Oui. Parce que vous avez cité certaines de mes professions, Oui. mais il faut bien vous dire que le personnage que j'ai été ne se résume pas aux professions. J'ai Bien eu sûr. des vies multiples, il y a eu les femmes. Les femmes vous font changer de peau chaque fois que vous aimez une femme. Il y a eu des amitiés, j'ai laissé à peu près tomber tous mes amis où je me suis détaché d'eux.